Le ministre de l'Industrie et du Commerce a rencontré les acteurs du secteur privé avec les décideurs de différentes fêtières. Les échanges ont porté sur les défis et enjeux de la création de l'AIS. Enseignement catholique, plus de 1600 enseignants seront licenciés à partir de la rentrée prochaine. Nous avons interrogé leur porte-parole qui nous donne des détails par rapport à cette décision des évêques du Mali. Le général Abdourahmane Tiani a dévoilé les raisons de la tension entre son pays et le Bénin. C'était lors d'une interview exclusive à la télévision nationale nigérienne samedi dernier. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue aux informations. Échanger sur les défis et enjeux de la création de la Confédération AIS, c'était l'objectif de la rencontre entre le ministre de l'Industrie et du Commerce avec le secteur privé, Diana Samake, pour le compte-rendu. Cette rencontre avait pour objet de discuter et de réfléchir ensemble sur les actions et propositions concrètes émanant du secteur privé malien dans l'opérationnalisation définitive des engagements pris par les dirigeants de l'AES pour le développement des activités économiques dans l'espace. Notre ambition est de faire du Mali un centre d'intérêt économique pour la réalisation des objectifs de développement de l'AES. Pour le ministre du Commerce, le développement endogène, socle sur lequel sera bâtie la souveraineté économique du Mali ou encore la capacité du pays à produire ses biens de consommation, d'équipement et de services, sont les bases nécessaires au développement afin d'exploiter les ressources naturelles de manière durable et inclusive. Autant nous sommes dans un espace économique AES, autant il faudra que chaque pays puisse promouvoir ses potentialités afin de compter dans cet espace-là. Et le Mali compte sur vous pour pouvoir compter justement dans l'espace AES. Il était question pour le secteur privé de faire un diagnostic et des propositions pour faire de l'AES un espace de compétitivité pour l'entreprise malienne. Le ministre nous a clarifié beaucoup de problématiques, nous a exhorté à prendre ce défi, à changer ce défi en opportunité. Le ministre a développé la vision, les stratégies et les plans d'action de l'AES. Étant donné les potentiels dans ces trois pays, nous pensons que au lieu d'être simplement des économies de consommation, nous pouvons développer la production à travers nos industries, à travers l'agriculture, produire pour nous-mêmes, consommer pour l'AES et avoir des échanges entre les pays de l'AES de façon à créer l'emploi, à l'auto-emploi, de façon à créer une économie rurale, une économie interne, sans être lié à d'autres économies. Le ministre a indiqué qu'une réunion de concertation et d'échange entre les ministres chargés de l'industrie des pays membres de l'AES et les représentants du secteur privé de l'Alliance est prévue pour bientôt. Beaucoup de réactions depuis l'annonce de la rupture diplomatique entre le Mali et l'Ukraine. Kiev dit regretter la décision de Bamako qu'elle estime à courte vue et trop précipitée. Moins de 24 heures après l'annonce par le Mali de la rupture avec effet immédiat de ses relations diplomatiques avec l'Ukraine, la diplomatie ukrainienne a regretté la décision qu'elle qualifie de précipitée. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, dans un communiqué, a affirmé que l'Ukraine adhère inconditionnellement aux normes du droit international et rejette fermement les accusations des autorités maliennes d'être impliquées dans les combats auprès des groupes armés à Tinzaouaten, ayant fait de nombreuses pertes en vies humaines et du côté des forces armées maliennes. Une telle rupture consommée par l'État du Mali, elle est plutôt symbolique. De façon factuelle, il n'y a pas de coopération entre le Mali officiellement et l'Ukraine. C'est vrai, même s'il y a des étudiants maliens qui vont en Ukraine dans le cadre de leur formation, mais ces derniers les font à titre privé. De même également, nous avons un certain nombre d'acteurs, qu'ils soient de la santé, qui passent par l'Ukraine, mais tout cela s'est fait dans un cadre purement privé. Le rapport entre le Mali et l'Ukraine est un rapport antérieur à l'éclatement du bloc de l'Union soviétique. Kiev dit regretter la décision de Bamako qui a été prise sans procéder à un examen approfondi des faits et circonstances de l'incident survenu dans le nord du pays. L'Ukraine poursuit en estimant se réserver le droit de prendre toutes les mesures politiques et diplomatiques nécessaires en réponse aux actions inamicales des autorités maliennes. Si cette rupture venait à avoir des impacts, elle pourrait surtout réinterroger l'image de l'Ukraine vis-à-vis de ses soutiens, notamment occidentaux. Lorsqu'un pays souverain venait à apporter son soutien,
officiellement un groupe terroriste, naturellement, la position de l'Ukraine vis-à-vis de ses partenaires va être dorénavant entachée, pas de doute, pas de clichés. D'où aujourd'hui la crainte pour l'Ukraine de ne pas se retrouver face à certains de ses soutiens indéfectibles, découragés en termes des efforts de la guerre contre la Russie. Si le Burkina Faso et le Sénégal ont réagi à la tension diplomatique entre les deux pays, la CEDEAO a également désapprouvé l'attitude ukrainienne dans un communiqué. L'organisation sous-régionale exprime sa ferme désapprobation et sa ferme condamnation de toute ingérence étrangère dans la région pouvant constituer une menace à la paix et à la sécurité en Afrique de l'Ouest, ainsi que de toute tentative visant à entraîner la région dans les affrontements géopolitiques actuels. La CEDEAO dit réitérer sa constante disponibilité en faveur de toute initiative visant à œuvrer pour la paix, la sécurité et la stabilité dans la sous-région. Ce sont environ 1600 enseignants évoluant dans le secteur de l'enseignement catholique au Mali qui seront licenciés à partir d'octobre prochain. Une décision prise par les évêques et qui leur a été notifiée le 30 juillet dernier par la Direction nationale de l'enseignement catholique. Interrogé par Soumaïla Fane, le porte-parole des enseignants s'est dit exaspéré. L'école catholique n'a jamais connu une crise aussi pire depuis son instauration en 1888 au Mali par les colons. À l'issue de la session extraordinaire des évêques tenue les 10 et 11 juillet dernier, il a été décidé de suspendre toutes les activités pédagogiques durant toute l'année scolaire prochaine et de licencier tous les enseignants évoluant dans ce secteur à partir d'octobre prochain. À présent, il faut d'abord commencer par souligner le problème de salaire que nous connaissons. Nous sommes au 3e mois sans salaire. Nous sommes à peu près 1613 enseignants. Donc c'est leur vie et celle de leur famille qui vont se trouver menacées dans les jours à venir. Des gens qui ont travaillé pendant plus de 32 ans, moi par exemple, ça me fait 31 ans de service, donc du jour au lendemain, sans avertissement, vous vous retrouvez à la rue, bon, je pense que ça c'est de l'impensable, quoi. Depuis 1972, une convention signée entre l'État et l'Église allouait à cette dernière une subvention de 80% de la masse salariale des enseignants de l'école catholique. La suppression de cette subvention annoncée par le gouvernement pour la fin de cette année 2024 serait, selon les syndicalistes, à l'origine de cette décision radicale. Cette décision qui est prise par l'État, donc c'est ce que nous ne comprenons pas exactement pour des partenaires de plus de 83 ans. Donc nous ne savons pas qu'est-ce qui s'est passé exactement entre eux pour que justement ils prennent cette grave décision qui nuit essentiellement aux enseignants. Donc c'est ce que nous ne comprenons pas du tout. Bon, mais ce que nous aurait avancé le directeur national de l'enseignement catholique, c'est que la partie État se dit sous pression. Mais maintenant, sous la pression de qui? Sous quelle pression? Voilà, au point de décider de l'arrêt de l'octroi de la subvention. Sauf compromis de dernière minute entre les deux parties, l'Église catholique estime que la reprise des activités pédagogiques ne pourrait intervenir qu'à la rentrée scolaire 2025-2026 avec un autre système de fonctionnement. Alors que la météo annonce des fortes pluies jusqu'en septembre, depuis juillet déjà, des averses se sont abattues sur la capitale et dans plusieurs régions du Mali. Et les localités comme Bla et Bankas sont fortement touchées par des inondations. Assetoumani Koulibaly. À Bla, à mi-juillet, selon une communication de l'OCHA, ce sont 404 ménages, soit 69 000 personnes qui ont été sinistrées à cause des pluies diluviennes qui se sont abattues dans la région. Des maisons effondrées, causant par la suite un déplacement massif des populations. Dans une dépêche recoupée sur Anadolu, nous pouvons regretter l'inondation au centre de santé avec des médicaments détruits et des patients renvoyés chez eux, d'autres envoyés à Ségou. Dans le même sillage, à Bankas, notamment dans les communes de Durban, Wankoro, Baye et Ségué, les dégâts des inondations sont énormes. Des maisons effondrées, des cultures ravagées, causant par la suite un problème de récolte, mais surtout des animaux morts à cause de la foudre, fait savoir le maire de la commune urbaine de Bankas, Alaï Guindo. Dans la commune de Ségué, un enfant aurait été emporté par la vague d'eau, selon la même source. Aucune action n'a pour le moment été prise,
Néanmoins, les autorités ont été informées, en plus de certaines organisations humanitaires. Pour le maire, ces inondations risquent de créer, surtout dans le cercle, des déficits alimentaires qui pourraient aboutir à des pénuries de certains produits. À Gao, il en est de même. Selon des sources sur place, suite à une précipitation d'environ 23 mm de pluie tombée sur la ville, des rues sont inondées, des maisons effondrées et des dégâts matériels importants sont à enregistrer sans aucune perte en vue humaine. Outre ces régions, Koutiala, Ségou, Sikasso et bien d'autres localités sont aussi touchées par les pluies torrentielles. Plusieurs sinistrés ont été enregistrés. De son côté, le ministère des Transports, via le service de la météorologie, dans son bulletin d'information journalier, continue d'alerter sur les quantités importantes de pluie par endroits, tout en appelant à la vigilance. Le retrait des forces et du matériel américain de la base aérienne 201 à Agadez est achevé, a déclaré dans un communiqué le commandement militaire américain pour l'Afrique. Après le départ de près de 800 soldats début juillet de la base de Niamey, il ne restait dans le pays que quelques 200 éléments américains logés dans cette importante base située dans le nord du pays. Le retrait serait donc achevé début août, en avance sur le calendrier qui visait un départ au 15 septembre. Dans un entretien diffusé sur la télévision nationale ce samedi 3 août, le président de la transition nigérienne, le général Abdourahmane Tiani, a évoqué les différends qui opposent le Niger au Bénin. Il a donné les raisons pour lesquelles il a procédé au maintien de la fermeture des frontières de son pays vis-à-vis du Bénin. Paul Yapinguesson. Le général Tiani a rappelé qu'à la suite de la décision de la CEDEAO de mettre le Niger sous embargo, le président Talon a ordonné l'arrêt de tout franchissement de véhicules nigériens à la frontière de Malanville. Cette décision a été perçue comme une punition pour les Nigériens ayant osé prendre leur destin en main. Le président Tiani a également dénoncé la présence d'agents de renseignement français au Bénin, accusés de mener des actions de déstabilisation contre le Niger. Sachant ce que nous savions et que nous savons toujours, de ce qui s'est tramé au Bénin, à travers justement les agents de la DGSE française au Bénin. Quand les gens parlent de base, il n'y a pas de base. Mais une action de déstabilisation subversive ne se mène pas avec des troupes conventionnelles. Le 25 du mois d'août 2023, la France avait loué 3 hélicoptères Super Puma auprès d'une société qui s'appelle Elinka, d'une nationalité que je tairai. Ces Super Puma étaient déjà sur le tarmac de Kandi pour donner la correction au Niger qui a osé dire trop. C'est trop. La transition nigérienne de souligner, je le cite, ils ont fait leur relève début juillet. Nous les suivons d'ailleurs. Une nouvelle équipe est venue. Les relèves ont eu lieu le 5 juillet. Nous le savons, qu'ils sachent que nous le savons et qu'ils s'en tiennent pour dire que nous appuyons tous leurs faits et gestes. Le Niger accuse régulièrement Cotonou d'abriter des bases françaises. Ces accusations ont toujours été réfutées par les autorités béninoises. Le général Tiani a souligné qu'il y a des perspectives de reprise du dialogue entre les deux pays. Il a affirmé son engagement à assurer la sécurité du Niger et a insisté sur la nécessité de rester vigilant face aux menaces extérieures. Le gouvernement mauritanien dirigé par le Premier ministre Mokhtar Ould Diaye a été dévoilé dans la nuit de lundi 5 à mardi 6 août. Il doit mettre en œuvre la vision du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, réélu au soir du 29 juin pour un mandat de 5 ans. Des nouveaux ministères ont vu le jour, comme celui de la transformation numérique et de la modernisation de l'administration. Voilà qui referme donc ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez scotchés. Le programme continue sur la télévision qui vous allume. Bonsoir à tous.